à tous, je reçois Jean-Marie Fouquet, Business Development Director IMEA et SIA chez Miracle. Donc Jean-Marie, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Merci Eric. Donc avec toi aujourd'hui, on va discuter de SDR et SDR Manager sur ce que tu fais toi chez Miracle et ce que je fais aussi chez Chili. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous raconter de comment tu es tombé dans la vente? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis arrivé chez Miracle en sortant d'école de commerce il y a maintenant 7 ans et demi. Juste parce que j'ai vu de la lumière au bout du couloir. Je voyais, Miracle à l'époque, c'était une start-up de 30 personnes avec un produit qui m'intéressait. Je cherchais vraiment à travailler dans le e-commerce. Et j'ai rejoint la boîte en tant que bras droit du CEO, d'un des cofondateurs qui était en charge de tout le pôle commercial. Et en fait, pendant 7 ans, j'ai occupé beaucoup de fonctions au sein du département commercial, Sales Enablement, RevOps, Partner Manager, Coach, Consultant, BizDev aussi. Et j'ai pris la tête de l'équipe des business développeurs il y a maintenant 2 ans et demi. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu justement comment t'en es arrivé justement à ce poste? Donc tu disais, tu as commencé déjà un peu à en parler, mais à nous raconter un petit peu les étapes pour comment t'en es arrivé. Ouais, bien sûr. Donc en fait, au début, mes premières années chez Miracle, j'ai vraiment eu des rôles qui étaient au service de l'optimisation de notre sales machine, donc du process, de la formation, etc. Comme on était une petite boîte et que on était surtout tous des couteaux suisses, je faisais aussi beaucoup de client facing. Et au Ouais. fur et à mesure qu'on grossissait, je me suis rendu compte que de me spécialiser purement dans des fonctions support commercial, le terrain allait vraiment me manquer. Et en fait, le business development est une des parties du cycle de vente que je trouve le plus intéressante, puisqu'on part presque d'une feuille blanche avec nos prospects et que c'est très vite extrêmement technique. Et donc, c'est pour ça que quand l'opportunité s'est présentée, j'ai pris la tête de ces équipes-là. Ok. Du coup, quand on avait préparé l'interview tous les deux, on avait commencé à parler un peu de plein de sujets différents et on avait discuté en fait qu'au final, ça serait plus intéressant de raconter un peu ce que tu fais toi justement chez Miracle. Il y avait une question que je t'avais posée dans la préparation, c'était par rapport au partage de connaissances en fait que tu fais avec ton équipe et je t'ai demandé par exemple toi comment tu fais avec ton équipe pour gérer le partage de connaissances et comment vous gérez les scripts et tout et tu m'as répondu que c'était assez compliqué de créer un script justement et que tu faisais du partage de connaissances en flux tendu plus que d'avoir une base de connaissances. Donc est-ce que tu peux me dire en fait justement comment tu fais ça avec ton équipe? Ouais. Alors, en fait, peut-être pour resituer un peu le contexte, donc Miracle, nous, on est vraiment dans l'univers de la vente enterprise. Donc, on n'est pas dans un on n'est pas dans un business de volume. Après, on a été créé en 2012. Aujourd'hui, on a 350 clients partout dans le monde. Donc, on est sur des volumes de deals qui sont petits, sur des cycles de vente qui sont longs, voire très longs, entre 4 mois et 12 mois, voire plus encore. Et on est sur des comptes, et donc on cible des directions générales de grandes entreprises dont les business parfois sont très divers. On a aussi bien des clients comme Fnac, Darty, donc dans le retail classique, que des industriels type Airbus, Siemens, etc. Et ces comptes-là sont souvent couverts par les mêmes personnes. Donc, il faut réussir en fait à adapter notre pitch aux personnes qu'on a en face de nous, sachant que même au sein d'une même industrie, même avec les mêmes job titles, on a parfois des gens qui ont des agendas qui sont très différents. Donc, le but quand même, c'est que dans la formation de nos business, mais aussi nos account exécutifs, on leur donne quand même un stock de connaissances sur nos cas clients, sur la manière dont nos prospects interagissent. Mais après, on leur demande de se suradapter en mode très granulaire aux prospects qu'ils vont aller chasser. Donc du coup, ça demande en fait d'être toujours très à l'écoute, très aux aguets en fait des informations qu'on peut capter, aussi bien dans les calls que dans notre veille de tous les jours, et d'adapter constamment notre pitch. Donc on leur donne le framework, vraiment le canvas des bonnes pratiques, mais après on leur demande d'injecter leur intelligence pour vraiment réussir à se suradapter par rapport à l'actualité de la boîte à laquelle ils parlent. Donc pour permettre ça, on encourage à fond en fait le knowledge sharing entre pairs
au sein de la boîte. Et donc, une grande partie en fait de l'efficacité de notre outbound repose sur le fait qu'on est constamment en train, que toute la boîte est fait de la veille en permanence pour avoir des excuses qui justifient en fait notre outreach en permanence et la couverture de nos comptes prioritaires. Donc, si je comprends bien, ce que tu es en train de dire, en fait, c'est que tu as toute ton équipe qui est aux aguets, en fait, par rapport à ce qui est dit dans les comptes que vous prospectez, pour justement, enfin, pas arriver avec un message, en fait, où tu n'as pas fait de recherche. Tu as une veille qui est faite en continu où tu fais ça. Ça, est-ce que c'est fait manuellement ou comment vous faites ça? Alors, ouais, il y a un peu il y a des gens qui ont des alertes, qui font un peu de veille semi-automatisée, mais à la fin, la curation du contenu, en fait, c'est on crowdsource le contenu et c'est chaque personne qui décide si un article est intéressant pour le reste de l'équipe ou pas et qui le poste. Et puis qui le poste aussi avec un digest, quoi. Le but n'est pas d'uploader un PDF de 60 pages en disant regardez, c'est intéressant, personne n'a le temps de le faire. Donc derrière, chacun prémâche le travail pour les autres. Ça, c'est très important, d'autant plus que, peut-être juste pour élaborer un tout petit peu sur notre go-to-market et sur le fait qu'on se concentre vraiment sur un nombre de comptes restreints. En fait, les comptes aujourd'hui qu'on chasse sont des comptes qui, par la force des choses, ont déjà entendu parler de nous, parce qu'ils sont prioritaires pour nous, pour certains, depuis plusieurs années. Donc, en fait, qui est Miracle, qu'est-ce qu'une marketplace, etc., ils sont déjà familiers. Et pour ne pas être identifiés à des spammers, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va les contacter, il faut qu'on ait quelque chose à leur apprendre, quelque chose de nouveau, un angle particulier auquel ils n'avaient pas pensé. Donc, ça demande un peu de créativité aussi. Et du coup, ça demande de mettre un peu de côté en fait le pitch basique marketplace auquel ils ont déjà été exposés et sur lequel, pour des raisons X ou Y, ils n'ont pas jusqu'ici mordu à l'hameçon. Ouais, donc c'est beaucoup plus industrialisé. En fait, la gestion des connaissances en fait, sur le compte pour leur permettre d'utiliser ça dans leur prospection. Du coup, tu as commencé un peu à en parler tout à l'heure. Donc, tu disais que tu leur donnais le framework parce que toi, une des problématiques que tu as sur prospecter des secteurs d'activité différents et avoir autant de personnes différents, ça comme demande beaucoup de connaissances d'un point de vue commercial parce que c'est pas juste tu vends un secteur d'activité et c'est très facile parce qu'une fois que tu connais le secteur d'activité, généralement tu connais un peu tous les sous-secteurs d'activité qu'il y a dedans et c'est très facile. Donc c'était un des points que tu m'avais mentionné aussi quand on a préparé le call, que toi, justement, en fait, même dans ce que tu disais tout à l'heure, tu as Darty, par exemple, en client, mais tu as quand même d'autres. Quand tu es dans le même secteur d'activité, tu as quand même des secteurs d'activité assez différents, donc il faut quand même les comprendre. Tu avais parlé du framework. À quoi ça ressemble, par exemple, un framework que tu donnes à tes équipes pour leur permettre d'attaquer un Darty et après attaquer un Airbus, par exemple? Ouais. Alors le framework en question, c'est des frameworks de call de découverte plutôt. Ouais. Et c'est du coup plus qu'un framework de pitch, c'est plutôt un framework de questions. Quelles que soient les industries, par exemple, quelles sont les bonnes questions d'ouverture en fait qui permettent de créer un lien de confiance avec le prospect et qui permettent de surcontextualiser notre pitch. Et là, pour le coup, il y a des questions qui fonctionnent à tous les coups pour nous. Typiquement, la marketplace, donc, qui est un moyen de faire de l'extension de gamme et d'élargir son offre en invitant des vendeurs tiers de produits et de services sur son site e-commerce, c'est quelque chose qui a un très fort impact sur l'expérience client et qui permet d'enrichir l'expérience client. Donc, une des premières questions que moi j'incite tous les BizDev, surtout les juniors, à poser, c'est chaque prospect, chaque call, on doit commencer par leur demander qu'est-ce qui fait que leurs clients achètent chez eux au lieu d'acheter à la compétition. C'est le genre de question assez bateau, mais en fait, sur lequel déjà tout prospect se sent écouté, est invité à développer son propre point de vue et sur lequel on peut après développer en fait la manière dont la marketplace, qui est juste un concept et juste un moyen de faire du e-commerce, peut venir les aider à solutionner des problématiques par rapport à leurs priorités. Donc voilà, il y a tout un ensemble de questions d'ouverture qui sont absolument essentielles et qui après peuvent être effectivement adaptées en fonction de quelle industrie on cible. Mais les réponses en tant que telles, on leur fournit pas. C'est-à-dire, on leur dit, tu dois connaître ces cas clients-là, mais après, libre à toi de jongler avec tel ou tel cas client en fonction de ce que tu perçois des réponses partielles ou complètes qui te sont données par le prospect. Et j'adore en fait cette première
question du coup que tu leur donnes à ton équipe parce que du point de vue client aussi, généralement, les gens, ils adorent parler d'eux et de pourquoi les clients achètent chez eux, parce que pourquoi chez eux et pas les concurrents. Et généralement, ils vont donner toutes les bonnes raisons de pourquoi chez eux. Donc, j'imagine que ça commence les conversations du bon pied avec ça. Après, j'avais une autre question pour toi. Donc, avec ton équipe, toi, tu as une équipe, tu m'avais dit, t'as une quinzaine de personnes. T'as combien de personnes dans ton équipe? Ouais, là, on doit être 17-18. Je pense qu'on terminera 17, l'année 18. à 20-22. Donc, c'est des petites équipes sur un très grand territoire, puisqu'on couvre toute l'Europe. On a ouvert notre bureau en Asie. Et après, et ces territoires-là, c'est généralement une combinaison d'une géographie avec un certain nombre de verticaux. Et chaque BizDev, de manière assez classique dans une organisation SaaS Enterprise, travaille avec en moyenne 2 comptes exécutifs. Okay. Du coup, ces 17-18 personnes que tu as avec toi, c'est des... j'ai pas le terme en anglais, mais en français, pardon, mais c'est des direct reports que tu as ou t'as des team leads aussi en dessous de toi ou... J'ai des team leads. On a créé le poste de team lead il y a maintenant 1 an parce que c'est pas possible d'être un bon coach en râteau dès qu'il y a plus de 6-7 personnes. Et pour le coup, c'est hyper important. En plus de ça, on est vraiment dans une optique. Donc, on est 17-18. Aujourd'hui, dispersés un peu partout en Europe. Et en fait, c'est hyper important que ces équipes-là... en fait, il n'y a pas une organisation BDR complètement unifiée qui travaille, qui collabore avec d'autres blocs, d'autres fonctions. En fait, on est dans une gestion commerciale qui est très décentralisée. Donc, on a des hubs à Londres, Munich, Barcelone. Et en fait, le facteur clé de succès pour un BDR, certes, c'est d'être bien intégré dans l'équipe BizDev, mais c'est surtout d'être très bien intégré dans son hub. Parce qu'encore une fois, comme une bonne partie de notre efficacité en termes de discussion avec nos prospects repose sur l'acquisition de connaissances, rien de tel pour un BizDev que de parler avec le Customer Success de son hub qui connaît le client local, qui a tel élément de storytelling qu'il va pouvoir réutiliser. Donc, les team leads, c'est hyper important aussi qu'ils soient locaux pour faciliter en fait pour mettre de l'huile dans les rouages et s'assurer que les BizDevs soient très très bien connectés avec les autres fonctions. Marketing, alliance, Customer Success. Et du coup, t'as quoi? T'as un hub France, un hub pour l'Angleterre, un hub pour l'Allemagne, de ce que tu disais. Donc, et t'as un team lead qui gère chaque hub? Alors, on a plus de hubs que de team lead. Donc, j'ai des team leads qui sont à cheval sur 2 hubs. Aujourd'hui, on a 5 hubs et on a 3 team leads avec un team lead qui a une région énorme qui comprend toute l'Europe du Sud, un autre qui fait UK Nordics et un autre qui fait toute la partie Allemagne, DAR, Europe de l'Est. Et ça, c'était un truc, tu vois, j'avais pas forcément pensé encore la partie de bosser plus en main dans la main avec l'équipe CS, parce que là, tu parlais de parler avec ton équipe, parce que nous, là, on est encore sur une approche assez Europe, on n'est pas encore de focus par pays, mais on est en train de s'y tourner. Et justement, là, ce que tu viens de dire de parler avec l'équipe CS, de voir comment ça se passe, par exemple en Allemagne, ça pourrait être plus intéressant de savoir connaître vraiment les spécificités du marché plus que d'essayer de faire la même chose que tu fais dans d'autres pays. En fait, c'est hyper important parce que un BizDev, les prospects s'en fichent. Enfin, ça, c'est un peu la tarte à la crème de la vente, mais les prospects s'en fichent de notre solution, s'en fichent des métriques qu'on peut afficher. En revanche, ils sont toujours très intéressés de comprendre ce que font leurs pairs ou la concurrence. Et donc, du coup, cette capacité à pouvoir cacher son pitch derrière le partage de connaissances sur des gens auxquels il s'identifie est hyper important. Et en fait, cette connaissance-là, aujourd'hui, elle est captée par le département Customer Success. Alors évidemment, on ne peut pas partager toutes les infos. Il y en a une partie qui sont confidentielles et on ne va pas s'amuser à dévoiler ce que font nos clients à leurs concurrents. Mais néanmoins, cet angle-là, il est hyper important. Et comme on est, encore une fois, sur de l'enterprise, comme la fonction BizDev a un rôle d'éducation avec une approche qui est souvent une approche de long terme, c'est le genre d'insights en fait qui font que un C-level va prendre le call et potentiellement participer à nos événements et rentrer dans une boucle qui parfois va durer 3-6 mois avant qu'on crée une opportunité.
parce qu'il sait qu'il va avoir accès à des insights de marché qui sont un peu exclusifs. Du coup, tu as quand même une phase d'éducation, c'est ça en fait, avant d'avoir vraiment une première opportunité qui se crée. Alors, en fait, ouais, donc, on a une phase d'éducation, toujours. Après, on crée des opportunités dès qu'on a réussi à avoir un discovery call avec quelqu'un qui a la seniorité pour devenir un potentiel champion sur un projet. Mais on n'est pas encore à proprement parler sur un deal. On crée une opportunité dans le CRM, mais une grande partie de ces opportunités-là, surtout quand c'est la première fois qu'on crée une opportunité sur le compte, on sait qu'on rentre dans une phase d'évangélisation. Et donc le BizDev, une fois qu'il a créé cette opportunité-là, reste maître de l'opportunité. Et sa responsabilité est de faire mûrir le prospect jusqu'à un point où cette personne-là est suffisamment convaincue sur l'intérêt d'un use case marketplace pour son organisation, jusqu'au point où il commence à mobiliser ses équipes pour scoper véritablement un projet. Et donc toute cette phase d'éducation-là, elle peut durer, idéalement elle dure 45 jours selon notre sales process, mais sur certains comptes, elle va durer 2 mois, 3 mois. Et on sait que même si finalement l'opportunité ne bascule pas à l'étape suivante, on a planté la graine quelque part. Et que cette personne-là, en fait, on va avoir, elle nous connaît suffisamment pour être réceptive à tous nos programmes de nurturing qui reposent en grande partie sur l'effort des BDR. Et ça, c'est un point qui est important. C'est pas du retargeting à la Criteo, quoi. C'est du one-to-one. Et on entre dans cette phase-là de mûrissement jusqu'à ce que eux soient prêts. Et du coup, c'est effectivement hyper important d'avoir une vision long terme. Et quand tu dis que justement, c'est ton équipe qui fait le nurturing et que c'est du one-on-one, par exemple, ça ressemble à quoi? Tu parlais un peu d'invitation à des événements, d'envoyer des use cases, par exemple, dans leurs concurrents, bien sûr, en contrôlant l'info que tu leur partages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu peux leur envoyer, justement? Ça prend toutes les formes. Et là, pour le coup, moi, j'attache beaucoup d'importance à laisser un espace de créativité au BizDev parce que ils me surprennent tous les jours. Quelques exemples que j'ai eus. Au UK, j'avais un BizDev qui envoyait tous les mois à un très gros retailer de produits pour animaux, qui envoyait tous les mois une photo de ses chiens, en donnant des nouvelles de ses chiens, et puis en rajoutant un ou deux insights de marché. Et le CEO lui répondait pas, par contre, il ouvrait l'email au moins une quinzaine de fois à chaque fois. Donc il savait que petit à petit, il construisait quand même une relation de long terme, et surtout que l'email était transféré en interne. Et je pense que c'est clairement un compte qu'on réussira à faire tomber d'ici 10 mois. J'ai un autre exemple qui est un autre bizdev qui, lui, en fait, prend toutes les boîtes publiques de son secteur, du secteur du prospect, et choisit celles qui font soit de la marketplace, soit qui sont adjacentes, fait un petit digest des rapports financiers et explique très rapidement en fait en quoi une marketplace leur permettrait d'avoir 2 coups d'avance sur ce concurrent-là. Bon, voilà, c'est des choses en fait qui créent de la valeur pour le prospect et qui fait que on émerge dans la boîte mail déjà surchargée de ces gens-là et on n'est pas assimilé à juste un autre email templétisé d'un autre bizdev, quoi. Yes. Et j'adore cette approche. Je sais que sur l'enterprise, ça fonctionne très bien parce que tu peux pas arriver en pensant que juste tu vas prendre un meeting et du jour au lendemain, ils vont acheter ta solution parce qu'il y a toute cette phase comme ce que tu disais, ce que tu fais avec ton équipe d'éducation. Nous, on est en train de le voir en fait. Donc, on en avait parlé avant l'interview, mais en gros, moi, mon équipe, on est plus sur du mid-market, donc des boîtes entre 50 et 1000 employés. On commence à peine à faire une phase d'éducation parce que même sur ces types de boîtes, il y a quand même une phase d'éducation à faire. Certes, ça peut être beaucoup plus rapide parce que les décisions, il n'y a pas besoin de prendre 6 ou 7 mois pour ce genre de choses. Mais on met ça aussi en place. Donc, on commence à faire un mix un peu de ce que tu disais. Donc, généralement, on a un des concurrents. On partage ce qu'on peut partager dessus, mais il y a aussi des influenceurs sur le marché, par exemple, dont on va parler, pas forcément des influenceurs avec qui on parle ou on est en contact, mais qui permet en fait, qui partagent la même vision. Donc du coup, c'est un avis assez neutre sur, il n'est pas en train de vendre le produit ou il n'est pas en train de vendre quelque chose pour nous, mais il partage la même vision. Donc ça marche, et ça marche très bien aussi dans les phases quand on envoie ce genre de contenu. Et le dernier aussi, c'est là, il y a notre équipe qui commence à faire pas mal de
comme tu dis, t'as des recherches sur le marché aussi pour aussi faire du contenu qu'on peut aussi partager. Ouais, complètement. Mais non, mais c'est vraiment la bonne approche. Après, c'est vrai que je commence à en voir les limites aussi dans un contexte où, même si on reste des petites équipes, on commence à scaler aussi. On peut pas demander l'environnement en fait. Miracle se complexifie aussi et on peut pas Ouais. demander aux gens qui arrivent dans le bain de se familiariser aussi vite. Donc il faut aussi industrialiser un peu les choses. Donc je pense que le next step chez nous, ça va être justement de sans forcément de faire le travail de veille en local pour les autres, parce que c'est toujours les gens qui sont sur le terrain qui connaissent le mieux les comptes, mais de leur fournir un peu clé en main les angles à explorer et à exploiter, Ouais. pour qu'ils aient déjà une grille qui leur permette de mieux baliser l'environnement et de se dire, OK, ouais, j'ai peut-être pas 1 heure et demie de mon temps à perdre à lire un rapport financier de 100 pages. Donc du Ouais. coup, soit on me fournit clé en main un angle que je peux exploiter et que je peux épicer, on va dire, en rajoutant 2-3 éléments de contexte, soit éventuellement, je peux demander à quelqu'un de m'aider à éplucher un rapport aussi. Parce qu'à la fin, quand même, on est sur des équipes qui ont des KPIs de productivité. Et c'est vrai qu'il y a de l'émulation intellectuelle à faire de la recherche, mais à un moment donné, on doit envoyer nos mails, booker nos calls et générer nos meetings et nos opportunités. Ça, c'est un point que je travaillais beaucoup pas ici, pas chez Chili Piper parce que comme je fais pas de grand compte, mais dans la boîte où j'étais avant, on lisait justement ces rapports-là et je faisais beaucoup, on les lisait, mais on essayait de faire beaucoup de commandes F dedans, pour rechercher directement les mots-clés pour aller direct aux pages que tu cherches. Là, chez Chili Piper, on travaillait pas sur des comptes où il y a ce genre de rapport dispo, mais quand on personnalise, par exemple, c'est pas encore bien documenté, mais on commence à avoir un process pour dire là où tu peux trouver de l'information rapidement en moins d'1 minute, par exemple, où t'as pas besoin de. Parce que si tu regardes un peu ce qui se fait sur le marché, ils vont te dire ouais, il faut que tu personnalises sur la personne. Et nous, l'erreur qui est souvent faite dans l'équipe, c'est ils vont passer 10 minutes à regarder le profil de la personne, aller regarder s'il a fait des podcasts, regarder s'il a fait du contenu, et au final, il a passé 10 minutes et il se rend compte qu'il n'y a rien. Alors que, comme on est sur un plus, quali et volume en même temps, il faut quand même trouver la bonne balance entre pas perdre 10 minutes sur une personne qu'au fait, tu trouves rien. Et si tu trouves rien, c'est qu'il n'y a rien à trouver, en fait. C'est ça. Et franchement, et sur ce point-là, là, tu mets le doigt sur un truc qui est assez essentiel, c'est que certes, c'est super d'être très prospect-centrique et de se dire, bah voilà, je vais construire toute mon approche en fonction de ce que je trouve. Mais à un moment donné aussi, les gens à qui on parle sont intéressés s'ils sentent qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui a un point de vue sur leur métier, leur business, etc. Qui leur explique pas la vie, mais qui a un point de vue et qui porte des informations auxquelles eux n'ont pas accès ou en tout cas qui leur échappent dans la vie de tous les jours. Donc en fait, on peut tout à fait faire du personnalisé sans avoir collecté aucune information sur LinkedIn et je dirais même sur la boîte si on est à peu près sûr du profil à qui on parle. Je donne un exemple. Nous, dans le monde de la marketplace, ce qui est assez intéressant dans le business model, c'est que c'est un pur business model de marge. Donc, un opérateur marketplace va prendre entre 10 et 25% de commission sur les ventes qui sont opérées par les vendeurs tiers. Cette commission-là, c'est quasiment que de la marge. Or, un taux de marge nette qui se situe entre, mettons, 8 et 20% pour un retailer, c'est assez incroyable. En plus de ça, c'est un modèle où le cash flow est négatif. Parce que le retailer perçoit du cash sans avoir engagé aucun working capital. Ils n'ont pas acheté de stock. Enfin voilà, donc c'est extrêmement relutif pour le PNL. Et donc en fait, si je demande à un bizdev d'avoir un focus sur les CFO en retail en France, j'ai pas besoin qu'ils épluchent les profils LinkedIn de tous ces gars-là. Par contre, j'ai besoin que dans son outreach, au lieu d'utiliser un wording un peu classique, les marges, relutif, etc., je lui dis, bah, tu utilises les mots qu'utilisent ces gens-là. Donc, il faut que tu parles de EBITDA relative model, tu parles de working capital et tu montres vraiment que tu parles comme si tu étais un insider. Et rien qu'avoir cette tonalité-là fait que ton outreach sera personnalisé sans que tu aies perdu forcément 90 minutes à faire de la recherche sur chaque personne. Ça, c'est un très bon point ce que tu dis parce que c'est le. Là, on n'est pas ça avant, mais on commence à faire des séquences en fonction des personas et pas en fonction du produit. Avant, c'était plus sur le produit
parce que on est en train de travailler pour changer tout ça. Mais comme ce que tu disais, nous, par exemple, nos 3 personnages principaux, c'est l'équipe marketing, donc c'est VP marketing, VP sales, Head of SDR principalement, et le dernier, c'est tout ce qui est RevOps, SalesOps et Marketing Ops. Et si tu vois ces 3 personas-là, tu peux penser, ouais, ce que tu vends chez Chili Pepper, ça apporte la même valeur pour les 3. Même si on a un produit qui aide les sales et les marketing en même temps, le plus-value, ça va pas être la même pour les deux. Et comme ce que tu disais, c'est nous, quand on va parler à l'équipe marketing, on va leur parler d'augmenter le taux de conversion des démos, alors que l'équipe sales, ça va être par exemple la réduction des no-shows. Et l'équipe SalesOps, ça va être économiser 1 heure de temps par commercial par jour. Et même si le produit, il fait plus ou moins, enfin, tu sais, il peut aider ces 3 équipes, tu ne vas pas parler de la même chose. Tu vas d'autant moins parler de la même chose que la puissance de l'approche persona-based, c'est que tu peux être, enfin, tu peux vraiment jouer sur la corde émotive de la personne que tu as en face de toi. Je sais pas, par exemple, si tu parles à RevOps, peut-être que je me trompe sur ce que fait le produit, mais moi, je parlerais à quelqu'un de RevOps, je dirais, je dirais à mon interlocuteur, est-ce que on connaît tous cette expérience très désagréable du je monte les chiffres RevOps en sales meeting où les taux de conversion sont assez mauvais pour certains account exécutives et le account exécutive commence à accuser l'exhaustivité de la capture de la data dans le CRM et en face du VP Sales en remettant en cause ce qui a été pondu par RevOps. Donc voilà, un cas très réel de pain point. Beaucoup de gens peuvent s'identifier et qui suscite une réaction généralement assez immédiate à un email. C'est-à-dire qu'on peut vraiment... Et c'est ce que je dis souvent au BizDev, en fait, c'est que quand on commence à développer quelque chose qui est assez persona-based, dans un email ou même dans un call, il faut passer 90% à expliciter de manière imagée à quoi ressemblent les difficultés du job, en particulier les situations très désagréables, pour gagner le droit d'avoir 10% du temps, même pas de pitcher d'ailleurs, de juste teaser les bénéfices potentiels même pas de la solution, de la potentielle conversation qu'il pourrait avoir avec nous. D'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça parce que moi, c'est la balance en fait entre quand tu prospectes, que ce soit par cold email ou en cold call, c'est plus. Toi, c'est quoi l'approche que tu préfères? Est-ce que tu parles de ton produit et des bénéfices ou tu essaies de faire quand même une approche assez centrée sur le problème que ton persona peut avoir? Je dirais plutôt la deuxième. Ouais. En fait, donc, je reboucle un peu sur ce sujet d'être très concentré sur un nombre d'entreprises restreintes, etc. Du coup, de plus en plus, en particulier sur nos marchés matures, les gens qu'on a en face de nous croient savoir. Ils croient savoir ce qu'est Miracle, ils croient savoir ce qu'est une marketplace. Donc du coup, essayer de les rééduquer sur ce que c'est la marketplace et lister dans des bullet points les différents bénéfices, c'est assez peu impactant. En revanche, leur faire considérer, les teaser en fait sur des choses assez innovantes que font nos clients qui sont assez contre-intuitives sans leur expliquer comment ça marche, ça c'est efficace. Typiquement, expliquer à un head of supply chain que son concurrent sur les 6 derniers mois a réussi à multiplier sa profondeur de gamme par 10 tout en réduisant ses coûts logistiques, ça c'est paradoxal. Et du coup, l'idée c'est justement de s'empêcher d'expliquer comment il l'a fait pour que le prospect se dise ok, bah dis-moi en plus, parce que soit c'est du bullshit, soit je suis en train de louper quelque chose, donc je veux en savoir plus. Et donc créer en fait cette espèce de gap entre les bénéfices et en fait la réalité du métier, c'est ça qui généralement permet d'avoir des emails ou de la outreach qui sont un peu mordants, quoi. Yes, il y avait un exemple que j'aime bien, justement, que je montrais à mon équipe quand ils commencent dans mon équipe. C'est ce point de vue-là, en fait, d'être centré sur les problèmes. Et enfin, ça revient aussi sur ce qu'on disait sur bien connaître tes personas. Il y a, par exemple, nous, on vend que à des SaaS, mais même si tu vends que à des SaaS, ouais, 90% c'est les SaaS avec qui on travaille, mais il y a comme d'autres secteurs d'activité. Mais les SaaS, tu peux les voir en pensant qu'ils ont tous les mêmes problématiques. Mais une boîte qui vend du SMB,
elle va avoir des problématiques différentes qu'une boîte comme Miracle, par exemple, qui va vendre à des super grands comptes. Et tu vas pas parler de la même façon aux deux boîtes. Une boîte qui fait du SMB, c'est très axé process, c'est très axé automatisation parce qu'il faut faire du volume. Ils ont beaucoup de demandes entrantes. Alors qu'une boîte comme Miracle, ça va être surtout de la bande plus que de l'inbound. Donc, il y avait un sales manager que j'avais contacté. Je lui ai juste envoyé un email. Donc, c'était une boîte de SaaS aux US qui vendait une solution e-commerce pour des PME. Donc, généralement, c'était des boîtes entre 1 et 50 personnes. Donc, je savais que c'était très axé volume. Et je lui ai parlé que je sais, parce qu'on a d'autres clients exactement chez Chili Pepper qui vendent ce genre de solutions. Et le problème qu'ils ont principalement, c'était les no-shows. Parce qu'ils dealent avec des fondateurs de boîtes qui oublient qu'ils ont pris un rendez-vous avec la boîte. Et du coup, un email, on a juste parlé de cette pain, on peut t'aider avec tes no-shows. Sans dire, ouais, on peut, comment dire, on a des reminders pour t'aider avec ça et on a tout ce truc-là derrière. Et c'était un email, ça a fait 2 calls et ça a closé. Parce que ça a été une pain très spécifique. Ouais, et on n'a pas parlé du produit. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, de choisir un angle et s'y tenir, en fait, est 1000 fois plus puissant que faire du spray and pray et vraiment de balancer toute une liste de bénéfices en espérant que le prospect, en fait, va choisir dans la liste qui l'intéresse, potentiellement le lister par ordre de priorité. Ça marche pas et en fait, ça nous... je pense que les prospects aussi ont l'impression de lire un email du marketing, quoi. Et en fait, un des défis du business development, c'est justement de ne pas avoir un ton marketing du tout. Yes. Et en plus de ça, la beauté d'être ultra spécifique, qui d'ailleurs être complètement à côté de la cible, c'est que quand je choisis un angle, en fait, je me réserve 10 munitions supplémentaires parce que des angles, je sais que j'en ai une dizaine ou même une quinzaine. Donc, je sais que ce prospect-là, je vais pouvoir l'engager sans être un spammer, je vais pouvoir l'engager dans la durée. Et je sais qu'à un moment ou à un autre, ça va marcher. Mais essayer de positionner les 15 bénéfices dès le début, c'est la meilleure manière de se planter. Yes. D'ailleurs, j'avais une question par rapport à ça. Comment tu fais? Parce que là, tu parlais que tu as 10 points dont tu pourrais discuter. Là, en fait, je suis en plein dedans, donc c'est pour ça que je te pose la question. Mais on est en train de faire tous les problèmes qu'on résout par persona et du plus important au moins important. Parce que, en fait, il y avait certains produits qu'on essayait de pousser en fonction du persona, mais on s'était rendu compte que, en fait, on ne poussait pas forcément le problème le plus important qui résout. Et du coup, tu te rends compte en fait que ta séquence, ça fonctionne pas. Enfin, que quand tu contactes, ça fonctionne pas. Donc, comment tu fais justement pour gérer ça? Bah, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de laisser les gens du terrain faire des interviews clients. C'est-à-dire que souvent, on laisse le marketing faire des interviews clients pour avoir des case studies sur le site web, etc. Mais en fait, la manière dont l'interview est faite par le marketing correspond pas. Enfin, le client, en fait, est déjà formaté Chili Peppers. Il utilise déjà vos mots, il est déjà biaisé parce qu'il est déjà dans le produit, etc. Or, ce qui est intéressant, c'est justement l'état initial dans lequel il était. Et dans une interview client, pareil que pour les emails de prospection, on devrait passer 80% à expliquer quel était l'état initial. Et pas juste l'expliquer de manière factuelle, mais aussi de manière émotionnelle, quelles étaient les frustrations de l'individu, etc. Et généralement, quand on a une cartographie assez précise, la manière de contacter les prospects est assez naturelle. Enfin, on sait par où commencer. Yes. Et justement, c'est un très bon point. Ce que tu dis, on le fait pas forcément nous, enfin, d'aller regarder d'aller faire ces interviews-là, mais on regarde beaucoup les calls sur Gong, des démos qu'on prend. Et généralement, t'as souvent, le problème, il est assez similaire. Enfin, le problème qu'ils ont, il est assez similaire. Donc, par exemple, c'est si on vend le produit qui les aide à augmenter le taux de conversion sur les démos, mais la cause de ce problème, elle est souvent assez différente. Et justement, c'est cette cause-là qu'on va essayer d'aller chercher et d'utiliser ça dans la prospection. Ouais, complètement. Moi, là, je suis sur la homepage de Chili Pepper. Typiquement, je pense que un angle qui est très étroit, mais qui marcherait bien en enterprise sales, c'est de dire on aide les VP Sales qui essayent de bien comprendre comment les comptes prioritaires sont couverts
à vraiment s'assurer que l'intégralité des meetings, des calls et de l'outreach des équipes terrain est parfaitement loguée dans le CRM pour avoir une cartographie exacte du taux de coverage des comptes prioritaires. Merci. Là, tu viens de donner une idée de message à tester. Mais enfin voilà, je pense que ça c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est un pain point pour pour toute boîte de SaaS, quoi. Ok. Si tu veux, là, on va arriver sur les dernières questions justement de l'interview. Donc, si tu devais recommencer ta carrière de zéro en 2022, donc dans la vente, qu'est-ce que tu ferais différemment? Alors moi, donc je faisais du client facing plus en mode casquette de consultant, mais au début, j'étais pas dans la prospection pure du tout. Et donc, j'étais plutôt RevOps. Donc, je construisais du process, de l'enablement, etc. Et à refaire, je pense que je commencerai directement par le BizDev. Parce que même si ce qu'on a mis en place s'est avéré être pertinent et continue à être utilisé aujourd'hui, c'est des métiers. Quand on est en fonction support des commerciaux, il faut avoir énormément d'empathie sur la manière dont le travail est fait par les équipes de terrain. Et je pense qu'il faut faire le job. Quelques mois ou une année, c'est quand même pas mal. Même si on a un profil hyper analytique, qu'on est hyper bon dans la structuration, il faut sentir le truc parce que sur le papier ou sur slide, des process qui déchirent tout, c'est toujours très beau. Et puis après, il y a la réalité des équipes terrain et puis la réalité aussi des clients qu'on a en face de nous qui fait que voilà, il faut revoir un peu et faire quelques compromis par rapport à la machine qu'on essaie de construire. Yes. Et là, sur ce que tu dis, comme ce que tu disais, il y a la réalité quand tu veux tester quelque chose. Et moi, je le vois, même si j'ai pas fait de RevOps ou d'enablement, enfin, ça n'a jamais été mon poste en particulier, mais j'en fais quand même dans le sens que quand on teste une nouvelle séquence, par exemple, j'ai déjà prospecté, donc je sais déjà comment mettre ça en place, mais je cherche aussi à avoir le buy-in de l'équipe, pas juste leur dire ouais, faut faire ça parce qu'il faut faire ça, mais c'est leur vendre l'idée et aussi les avoir aussi m'aider à le faire parce que justement je sais que ça va être beaucoup plus simple derrière à les avoir l'utiliser parce que si je leur balance juste et voici la nouvelle séquence, faut la commencer à l'utiliser aujourd'hui. Je sais très bien que je peux regarder demain ou dans 5 jours. Généralement, tu as une ou deux personnes qui commencent à l'utiliser et le reste, ils ne l'ont pas utilisé. Ouais, complètement. Et je pense, en fait, c'est la tension de toutes les organisations commerciales. C'est quoi le bon équilibre entre laisser les gens utiliser leur cerveau, parce qu'on essaie de recruter des têtes bien faites, et les outiller et pour leur faire gagner du temps. Et il y a toujours une tension parce que quand on fait quelque chose en centrale, on a envie qu'il soit utilisé, mais en même temps, on n'a pas envie que les gens mettent leur cerveau en pause. Et à l'inverse, quand les gens font tout par eux-mêmes, ils ont parfois aussi tendance à réinventer la roue. Donc, comment est-ce qu'on peut mutualiser tout ça et faire en sorte qu'eux-mêmes soient contributeurs du playbook et des best practices? Yes, ça c'est un très bon point. Et pour les séquences, on n'y est pas encore nous, mais on sait qu'on y arrivera. Mais mettre en place une séquence en fait où tu as la structure et dedans toi tu mets ce que tu as à mettre en fonction des personnes et tout, mais pour l'instant c'est un travail qu'on va faire cette année. Donc, ouais, c'est pas évident. Je te confirme. J'imagine. Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui sur la vente que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé? Alors là, je parle pour Miracle parce que c'est quand même un peu particulier. Mais l'important n'est pas tellement de faire avancer En fait, nous, on a la chance d'être de vendre quelque chose sur lequel il y a le messaging évolue en permanence et a un impact sur la strate de la boîte. Donc et donc du coup, c'est un peu un luxe pour les bizdev et je les encourage à le surexploiter, c'est de dire, c'est pas vous qui allez rendre un compte mûr sur le sujet. Enfin, c'est pas vous qui êtes maître des horloges pour savoir si une entreprise est prête à investir sur un sujet marketplace. En revanche, ce que vous maîtrisez vraiment, c'est la qualité du nurturing que vous allez mettre en place. Et donc, du coup, mettez-vous vraiment à la place de votre prospect et dites-vous, si je recevais cet email dans ma boîte mail ou si j'avais cette sollicitation par téléphone, est-ce que j'aurais intérêt à y répondre? Est-ce que j'ai quelque chose à gagner dans l'immédiat
à participer à cette conversation-là. Nous, notre but n'est pas de booker des meetings qualifiés en vue de la création d'une opportunité. On est déjà convaincu que ces entreprises, d'une manière ou d'une autre, lanceront une marketplace. Donc, ça nous enlève beaucoup de pression quelque part. Ma responsabilité n'est pas de créer des deals à closer. Ma responsabilité, c'est de faire en sorte que les gens progressent sur la compréhension de l'enjeu marketplace pour leur organisation. Et puis, après, il y a plein de paramètres que je ne maîtrise pas. La politique interne, est-ce qu'ils sont en phase d'IPO, est-ce qu'ils sont en replatforming, etc. Mais l'important, c'est que leur compréhension progresse. Et en gros, en résumé, c'est créer de la curiosité. C'est créer de la curiosité en permanence. Ouais. Et on a vu en fait des gens, dans nos cycles de vente, on a vu des gens qui... je prends l'exemple d'un compte aux US où on avait créé une première opportunité très early stage et puis on avait fini par la killer parce qu'on se disait cette personne n'a pas l'autorité, pas l'influence, ça marche pas. Pendant 6-8 mois, cette personne a constamment ouvert les emails qui étaient envoyés, télécharger les contenus, participer aux événements, etc. Mais répondait à aucun outreach. Et au bout du mois, il revient à nous et dit c'est bon, l'organisation est prête, on va investir. Et pourtant, on pensait qu'on ne parlait pas aux bonnes personnes. Donc voilà, on est là pour faire en sorte que tout ça se diffuse et que ça mûrisse. D'ailleurs, c'est un truc qui m'a fait, depuis que je suis passé manager, en fait, c'est un truc où j'ai mûri par rapport à ça parce que en fait, avant, je pensais toujours qu'il fallait parler toujours au VP marketing ou de ça ou la personne la plus haute dans l'organisation du produit que tu vends. Et en fait, je savais que, comme j'ai fait la prospection grand compte dans mes anciennes boîtes, je sais qu'en fait, il faut trouver ton champion d'abord avant d'essayer d'aller chercher le décisionnaire. Et en fait, je me suis rendu compte que chez nous, en fait, c'est exactement la même chose. Depuis que je suis passé manager, on a déjà acheté 2 solutions que j'ai poussées et je suis pas un décisionnaire. Et si tu le vois de ton point de vue de prospect, de BDR ou SDR, quand tu prospectes, c'est pas parce que tu parles pas avec le VP marketing qu'ils vont pas acheter. Parce que si la personne en face de toi, elle va pousser ton produit en interne, tu sais que ça peut se faire. C'est pas juste... Oui, le VP marketing, c'est important de parler avec lui, mais il fera pas tout. Il faut avoir aussi le buy-in de l'équipe qui va l'utiliser aussi. Oui, complètement. Complètement, et c'est pour ça... Alors, nous, dans la prospection, en fait, pour ce qui est de la création d'opportunités, on a quand même un niveau minimum dans l'organisation parce qu'on doit essayer de... Enfin, typiquement, on commence par le CEO, toujours. Et puis on va chercher tous les board members, etc. Mais en fait, les niveaux directeurs et managers, c'est des conversations qui sont hyper intéressantes parce qu'on récupère en fait des informations au niveau opérationnel qu'on peut après escalader aux responsables, au N+1, N+2, et sur lesquels, du coup, on a vraiment un pitch qui est très aiguisé, quoi. Ouais, ça c'est. Je sais que sur la rencontre, c'est un avantage d'avoir le temps en fait d'aller chercher des infos, comme tu disais, parce que ça te permet d'être beaucoup plus, de savoir de quoi parler en fait quand tu arrives aux bonnes personnes. Si tu avais un conseil à donner et pour des SDR qui sont en écouté justement, qu'est-ce que ça serait ton conseil? Quand on est SDR, on a tendance à... Il y a beaucoup de contenu disponible sur Internet. Beaucoup de contenu, beaucoup de podcasts, des bouquins, etc. Moi, je dirais il faut choisir un sales guru, un seul. De préférence, choisir quelqu'un qui donne des conseils qui soient actionnables, très concrets, et s'y tenir. Parce qu'en fait, on peut tous consommer énormément de contenu, mais le mettre en pratique, c'est ça qui est compliqué. Et le mettre en pratique dans la durée, c'est ça qui est compliqué. Donc, il faut se tenir à des choses simples. Moi, pour l'équipe, alors personnellement et pour l'équipe, je suis assez friand des contenus de Josh Brown, qui est vraiment, je trouve, très bon là-dessus. Zéro bullshit, des conseils ultra pratiques, des bonnes techniques de préparation aussi mentale par rapport au call, etc. Et donc voilà, c'était une recommandation. Et je n'ai jamais lu de bouquin sur la vente de ma vie. Peut-être qu'un jour il faudra que je le fasse. Mais pour l'instant, ce que j'ai trouvé chez ce gars-là est super intéressant. Yes, je le suis depuis 2-3 ans maintenant et j'ai acheté sa formation justement dans mon ancienne boîte et j'utilise encore des trucs de sa formation en fait justement chez Chili. Donc à recommander. Et je trouve qu'il est très bon sur toute cette phase en fait c'est de la psychologie de ton prospect, pas
pas pousser pour le meeting et pas essayer de persuader ton prospect d'aller vers le meeting parce que comme ce que tu disais tout à l'heure, tu contrôles pas la politique interne, tu contrôles pas plein de choses. Et pareil, quand tu t'es au téléphone avec une personne, tu contrôles pas s'il va dire oui ou non pour un meeting. Mais ce que tu contrôles, c'est ce que tu dis, ta préparation. Et si tu as toutes les bonnes conditions, bah, des fois, oui, tu vas prendre le meeting, mais des fois, non. Donc, et il est très bon là-dessus aussi. Il est très bon, et puis sa manière en fait d'utiliser des exemples de la vie courante montre aussi que la technique commerciale, en fait, c'est surtout une technique de décentrement de soi. Et en fait, ça sert tous les jours dans plein d'autres domaines. Donc, c'est vraiment très marrant. Yes. Bah, du coup, bah, pour ceux qui écoutent, bah, allez suivre Josh Brown. Je le mettrai dans la description justement. Donc normalement c'était ma question suivante. Donc c'était quelle est ta ressource que tu recommandes, mais du coup Josh Brown. Ouais. J'aime bien aussi. Alors lui, il est plus light sur le contenu, mais il y a en mode poil à gratter, il y a Benjamin Dennehy, the UK Most Hated Sales Trainer, qui fait des contenus qui sont assez provocants et vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Je ne le suis pas, lui. Il faudra que j'aille le regarder, justement. Il est plus provoque. Plus provoque, ok. J'irai regarder. Bon, bah, du coup, Jean-Marie, je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci, Eric. Et pour les gens qui écoutent l'épisode, s'ils veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen de te contacter? Sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Parfait.